Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bienvenue dans Réfoy, bonjour à toutes et à tous. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Les progrès de la médecine de la reproduction ont d'abord permis à de nombreux couples qui ne pouvaient avoir d'enfants de réaliser leurs rêves. Tout le monde se souvient de la petite Amandine, née à Clamart par FIV il y a maintenant 42 ans et qui est elle-même à présent maman. Mais derrière et à la suite de cette belle histoire se sont mises en place des techniques innovantes de procréation qui suscitent des espoirs, mais également des inquiétudes, des craintes, des peurs qu'un de nos plus éminents spécialistes, le professeur René Friedman, détaille dans son dernier ouvrage au titre explicite La tyrannie de la reproduction, paru chez Odile Jacob. Bonjour professeur Friedman. Bonsoir, bonjour. Et on démarre pour la première partie de Réfoy. C'est l'heure de l'entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Friedman, bonjour. Bonjour. Je suis heureux, très honoré de vous accueillir, de pouvoir dialoguer avec vous. Alors, vous nous proposez un ouvrage à la fois de mise au point et de bilan, et en même temps d'alerte et d'avertissement sur certaines dérives qui se produisent déjà ailleurs, je pense à la GPA, et d'autres qui se profilent au risque d'advenir sous l'action conjuguée des progrès de la médecine qui rend tout possible et d'une demande croissante de la société pour le droit à l'enfant ou le droit à la parentalité, avec un « si je veux, quand je veux », auquel on peut rajouter un « comment je veux », ce que vous appelez la tyrannie de la reproduction. On pourrait presque dire, en vous lisant, les tyrannies. On va le voir. Oui, effectivement, c'est un livre qui part de l'expérience de médecin que je suis, qui a constaté qu'un certain nombre de femmes et de couples, bien sûr, sont prêts à tout pour avoir un enfant, prêts même à se dégrader, à s'abîmer dans leur vie personnelle ou dans leur vie de couple par cette obsession qui devient incessante. Alors, c'est pas du tout pour ranger les possibles que l'on doit offrir et que l'on peut offrir et que l'on a offert. Il y a un moment où il faut au contraire y aller, mais il y a un moment où peut-être il faut prendre un peu de recul et donner peut-être à réfléchir si cette voie, certes tentante, celle d'être parent, est la bonne pour ce couple-là, et à ce moment-là. Donc c'est à un moment donné un regard un peu de biais, un peu oblique, un peu de recul, parce que on est dans une société où il y a tous les extrêmes. Il y a d'une part une montée en puissance de jeunes qui ne veulent pas d'enfants, au moins à ce moment-là, à l'instant T, parce que ça peut évoluer bien sûr avec les années. Et puis on a des couples qui veulent un enfant, on va dire à tout prix, enfin dans toutes circonstances, et qui pensent que tout est possible. Surtout, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est de montrer ce qui va arriver comme possibilité. Et la question qui se pose à nous, c'est de savoir est-ce que tout ce qui est possible est faisable, est souhaitable, et surtout qu'on ne soit pas pris au dépourvu, qu'on ne réfléchisse pas après une fois les faits accomplis. Et toutes ces nouveautés dont on va discuter ensemble, je suppose, qui ouvrent des champs qui étaient inconnus, comme le biobag, c'est-à-dire un sac en plastique où le fœtus peut survivre. Le clonage, par exemple, les gamètes artificielles. Tout ça renforce l'idée que tout est possible. Alors, d'un côté, on a des gens qui estiment que le monde n'est pas fait pour eux. Ils n'ont pas confiance et n'ont pas envie d'avoir, en tout cas, envie d'avoir moins d'enfants ou pas d'enfants du tout. Et puis de l'autre côté, cette espèce d'attirance infernale parce qu'il n'y a pas de limite, renforcée par les découvertes des progrès techniques qui sont en pleine évolution et en pleine surprise aussi. On a une natalité qui est en berne. Le président a parlé récemment de réarmement démographique. Oui, alors, la baisse de la natalité, elle existe, elle est vraie. Il y a 50 000 bébés de moins d'une année sur l'autre, là, de 2022 à 2023, donc c'est quand même beaucoup, sur les 800 000 naissances. Il est important de savoir pourquoi. Il n'est pas question d'inciter et d'obliger des gens, mais il est question de comprendre. Alors, à l'échelle individuelle, c'est une chose. Il y a des volontés de ne pas avoir d'enfants, ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi des impossibilités. C'est là où nous, médecins, on intervient pour essayer de les compenser.
Et puis, il y a aussi à l'échelle sociétale. À l'échelle mondiale. Et l'échelle mondiale. Alors, l'échelle mondiale, moi, je suis un peu interrogatif aussi parce que les démographes nous disent qu'en 2050, il y a 2 milliards d'individus de plus sur Terre. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des pays où la fertilité baisse, il y a d'autres où elle ne baisse pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le pourquoi du comment. Et en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner confiance aux femmes et aux hommes, au moins, après ils choisissent, mais je veux dire, de faire tout ce qui est possible pour que une vie de parents puisse être conjuguée avec une vie personnelle ou de couple ou familiale et professionnelle. Parce que moi, je crois que le point clé, c'est la réflexion de comment intégrer la maternité et la paternité dans la vie professionnelle. Que ce soit plus quelque chose totalement séparé, totalement avec, vous savez, la crainte, par exemple, de revenir au travail et d'être déclassé pour les femmes, de pouvoir progresser. Donc il y a tout un travail sociologique de réflexion pour la société. Et puis il y a des cas médicaux particuliers. Il est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, on peut quand même envisager des grossesses et des enfants sur des personnes malades qu'on ne pouvait pas du tout prendre en charge il y a quelque temps. Les greffés du foie, du cœur, des reins, par exemple, pour ne citer que cela, ou des maladies chroniques ou des maladies génétiques. On sait aujourd'hui, on peut intervenir et on a fait énormément de progrès. C'est donc passionnant, intéressant, mais ça ne résout pas tout. Vous voyez, on n'est pas entre... On a du blanc, du noir, et puis surtout, le livre, il essaye de donner du gris, des éléments de réflexion, sans prendre parti, mais en posant, dans la bonne tradition juive, des bonnes questions. Vous évoquez des grossesses qui sont plus tardives. Et ça, c'est un fait. L'utérus résiste autant si l'ovocyte est talentueux. Alors, ça, c'est le point clé. Parce que la cause de l'infertilité, elle est quand même ce choix d'une maternité pour les femmes qui est trop tardive. Vous dites que c'est difficile après 38 ans. C'est difficile après 38 ans. Après 42, ça devient vraiment miraculeux, sauf le don d'ovocytes, qui est une autre démarche. Et alors, quand je dis que on pense que tout est possible, c'est que vous avez une conjonction entre les progrès scientifiques, entre la presse, où on voit sur certains ouvrages People une telle âgée de 45, 50 ans qui est enceinte, on ne sait pas trop comment. Enfin, nous on sait, les médecins savent que c'est habituellement le recours au don d'ovocytes, mais c'est pas présenté comme ça. Donc c'est une situation où il y a aussi une conjonction parce que certaines industries ou certaines industries pharmaceutiques ont aussi un intérêt logique et légitime d'expansion. Donc il y a des arguments pour pousser à répéter les tentatives, les essais et à dépasser les limites naturelles. Alors les limites naturelles, on a été surpris de voir ce que vous citiez tout à l'heure, c'est que finalement, une femme qui a un utérus de 50 ans, qui est âgée de 50 ans et 60 ans, ou même 70 ans, elle peut très bien porter un enfant à terme, ou après terme. Vous allez plus loin, professeur Friedman, dans votre livre, vous évoquez une indienne de 74 ans qui met au monde des jumeaux, une autre de 75 ans dont le père a 90 ans. Oui, là, récemment, j'ai vu qu'en Israël, il y a une femme de 57 ans et un rabbin de 88 qui annonce une grossesse. Donc je ne sais pas par quel biais ils sont passés, mais sans doute éclairés en ligne directe avec le Tout-Puissant. Donc, je ne sais pas. Alors, vous expliquez qu'on est passé du désir d'enfant au marché, vous venez de l'évoquer, au marché de la reproduction. Oui, alors, je disais surtout que la physiologie nous apprend effectivement que l'organe utérin, ce muscle utérin, peut abriter le développement d'un enfant, quel que soit son âge. Oui, vous dites que l'accouchement est possible à tout âge, en fait. Voilà. Donc ça, c'est du coup, l'histoire de Sarah devient presque possible en termes physiologiques. Par contre, là où elle ne peut pas intervenir, c'est sur la production des ovules. Et ça, c'est vrai que c'est une limite, une horloge biologique incroyable, et qu'il est important que dans le plan que vous évoquez du président de la République, il y ait une information qui circule pour que les femmes et les hommes reçoivent une information par l'assurance maladie, à partir de 38 ans, il y a une baisse de la fertilité, qu'il faut le savoir.
Et beaucoup de femmes se tournent vers ce que vous appelez les freezing parties. Alors, les jeunes, effectivement, on a vu là récemment, vous savez qu'en France, il y a eu une nouvelle loi de bioéthique il y a 2 ans qui a donné l'autorisation de conserver ces ovules, justement, pour les femmes qui, âgées de 32, 33, 34 ans, n'ont pas de conjoint ou n'ont pas envie à ce moment-là d'avoir un enfant, mais ont la possibilité de garder leur fertilité par cette congélation, qui n'est pas 100%, hein, loin de là. Mais quand même, ils ont quand même cette possibilité de... On est un peu envahi par la demande. On ne s'attendait pas à une telle demande. Donc il y a une problématique qui est vraiment intéressante et qui nécessite des recherches, de comprendre les mécanismes, le pourquoi du comment de ce qui se passe dans notre pays et en Europe, hein, et même au-delà de l'Europe, parce qu'au Japon c'est dramatique la baisse de la natalité. Pourtant c'est eux qui ont inventé la congélation, hein. C'est les Japonais. Vous évoquez, professeur Friedman, la tyrannie du désir d'enfant qui devient à un moment une véritable obsession. Oui, ça c'est vraiment le privilège d'un médecin qui a une certaine expérience et qui voit venir pour le 2e, 3e, 4e tour de piste des gens qui ont déjà essayé 36 fois et qui n'ont pas réussi et qui demandent encore à poursuivre. Et souvent, en posant les questions bien à plat pour chaque couple, pour chaque personne, on s'aperçoit que des fois, ça soulage de dire « vous n'êtes pas obligé ». Vous n'êtes pas obligé de recommencer encore pour la énième fois. Alors, je ne suis pas en train de démobiliser les troupes, hein, au contraire, j'essaie de les renforcer par d'autres progrès, par d'autres approches. Vous avez peur que le médecin devienne un prestataire de service et mis devant une obligation. C'est une vraie difficulté. C'est que, si vous voulez, à force d'aider à ce traitement de la stérilité, ça devient un droit à l'enfant. Et souvent, on discute avec une femme de 44 ans qui a fait déjà 5-6 tentatives. Et on lui dit, écoutez, vraiment, votre probabilité de réussite est tellement faible que je vous conseille de prendre du recul et de réenvisager votre vie autrement. Ne vous abîmez pas votre propre vie et celle avec votre conjoint. Et parfois, on entend, et moi j'entends, ce soupir de soulagement, d'avoir baissé cette tyrannie, cette pression et de relaisser un peu les gens un peu... Souvent, elles attendaient que quelqu'un le dise. Oui, quelqu'un d'autorité comme quelqu'un qui... Voilà, il faut pouvoir le dire. C'est pas évident non plus pour un médecin de dire non à une demande, qui est souvent très émotionnelle et très habitée, mais c'est le rôle quand même du médecin d'analyser le plus objectivement possible ce qui est bon de faire pour telle ou telle patiente. Mais vous savez, souvent, j'ai des jeunes qui sont avec moi en consultation, des élèves, qui me disent, mais quand même, on voit sortir de votre consultation des gens à qui vous avez dit qu'il fallait arrêter et qui, finalement, ont le sourire. Alors, pas tout le monde. Soulagement. Hein. Du cas par cas, de l'analyse comme médecin que vous êtes, vous savez, il n'y a pas de règle applicable à tout le monde. Mais voilà, il faut jongler un peu avec ce désir d'enfant qui est salutaire, mais qui peut être parfois redoutable. Vous pouvez, professeur Friedman, nous dire un mot sur la greffe d'utérus. Alors, vous expliquez que ça ne sera pas la solution d'avenir, mais certaines ont été faites à l'hôpital Foch, où vous êtes donc... Oui, après Clamart, j'ai été à l'hôpital Foch avec Jean-Marc Ayoubi, qui est chef de service et qui était un de mes élèves. Et nous avons développé avec l'équipe de Suède, qui ont été les premiers à proposer ça, la greffe d'utérus, puisqu'on greffe tous les organes, pourquoi pas l'utérus. Alors, c'est techniquement difficile, c'est pas une greffe vitale, on peut vivre sans utérus. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a une petite fille sur 5000 à peu près qui naissent en parfaite santé, sauf qu'elles n'ont pas d'utérus. Elles ont des ovaires, mais elles n'ont pas d'utérus. On s'en rend compte au moment de la puberté. Et cette maladie génétique ne peut trouver de solution vécue par la personne que par une greffe d'utérus. Alors, effectivement, c'est un peu lourd parce que c'est des interventions qui sont longues, qui sont difficiles, mais vous savez, comme tout, qui aurait dit que après la première greffe cardiaque en 68, je crois, avec le professeur Barnard, qu'on allait avoir des centres comme ça dans plusieurs pays, y compris à Paris où il y en a plusieurs, pour réaliser des greffes cardiaques. Et même, moi, j'ai suivi des femmes qui ont été greffées cardiaques et qui ont été enceintes après.
J'ai appris là, dans votre livre qu'effectivement on faisait cette greffe d'utérus dans ces cas qui sont des cas extraordinairement médicaux, mais qu'on était obligé de faire une hystérectomie après. Oui, Sauf s'il y avait une deuxième grossesse. Oui, parce que le fait de greffer un organe nécessite un traitement anti-rejet, comme toutes les greffes. Et donc, l'utérus, il a comme objectif d'être greffé pour donner une naissance, pas pour avoir des règles. Hein. C'est pour donner une naissance. Donc, une naissance, 2 naissances parfois, comme ça s'est passé d'ailleurs dans l'équipe de Foch, pour la même femme. Et ensuite, on l'enlève parce qu'il ne faut pas prendre un traitement anti-rejet en permanence. Voilà, alors là, c'était la greffe d'utérus. On va parler de la location de l'utérus. Ça, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, qui est la GPA, que vous trouvez... vous avez des mots très, très durs pour la GPA. Alors, pour la GPA, oui, parce que c'est vraiment l'exemple même de l'exploitation du corps de la femme, à une période où on essaye de protéger de cette exploitation les femmes dans nos sociétés. Et là, d'un seul coup, certains ferment les yeux sur cette commercialisation du corps, sur cette utilisation. Vous dites qu'il y a une aliénation des porteuses. Quand on sait, quand on est gynéco et qu'on a suivi tellement de grossesses désirées, et au cours de ces mois, on peut difficilement considérer que c'est comme aller poster une lettre. Hein. Ça met en jeu son intimité, tout ce qui constitue la personne. C'est un acte profond. Et dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité des cas, parce qu'on voit de tout. Hein. Il peut y avoir... c'est comme la prostitution. Il y a des femmes qui décident en toute conscience de se prostituer, et donc de disposer de leur corps. Mais ceci étant... la majorité des situations, c'est quand même une exploitation du corps de la femme avec des mafias derrière. Et là, dans l'histoire de la GPA, c'est totalement la mafia. Parce que il faut des contrats. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les contrats que doivent signer les mères porteuses, mais c'est une aliénation de leur vie personnelle, physique, psychique, trop importante pour qu'on puisse l'accepter. Et ensuite, on sait qu'une fois l'enfant... remis, eh bien, elle est, pour la plupart des cas, encore une fois, il y a toujours quelques exceptions, mais dans la plupart des cas, elle est hors circuit, on n'entend plus parler, il ne faut pas qu'elle rappelle les mauvais souvenirs de l'infertilité. Donc, toute cette situation-là me fait penser que c'est pas une bonne pratique, et en tous les cas, qu'elle est totalement contractualisée, financier, et que c'est un principe fondamental, parce qu'après, on ne voit pas pourquoi on ne peut pas louer ou vendre d'autres organes, comme l'œil, comme le rein, et après on arrive à une diminution de la notion de dignité de l'humain. Je voudrais, professeur Friedman, qu'on dise un mot sur le biomag, qui est un progrès indispensable de la recherche, qui peut devenir en fait une demande sociétale avec... Alors, d'abord, oui, le problème, c'est l'extrême prématurité. Une grossesse, c'est 41 semaines. À partir de 25 semaines aujourd'hui, les néonatologistes peuvent prendre en charge des nouveau-nés. C'est pas simple. Il y en a la moitié qui décèdent, d'autres qui gardent des séquelles, 25% qui s'en sortent. Mais avant ce terme-là, on ne sait pas quoi faire. Et l'enfant, le nouveau-né va mourir. Donc certains proposent une technique d'utérus, enfin pas d'utérus, de couveuse ultra précoce, qui permettrait de recevoir des accouchements naturels, spontanés, par exemple de 18 à 24 semaines. Là, vous dites « je l'accepte parce que le risque est majeur ». Je l'accepte comme étude, mais je ne l'accepte pas. Vous savez, les innovations, il faut toujours garder un recul, rentrer dans un protocole. C'est comme la greffe d'utérus. Hein. Il faut toujours avoir un peu de temps, un peu de recul, bien cadré, pour apprécier les bienfaits et les effets négatifs. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. Si on savait, ça serait simple, mais je ne sais pas si, finalement, ça serait délétère. Que va devenir un enfant qui va naître à 18 semaines et être dans une couveuse artificielle avec une circulation extracorporelle? Est-ce que c'est jouable? Je ne sais pas. En tous les cas, il est certain que toute innovation mérite d'être conduite et d'être surtout évaluée. Innovation égale évaluation, c'est ça le problème. Et après, vous dites que cette demande pourrait devenir une demande de confort avec...
Oui, alors je ne sais pas si elle le deviendrait vraiment selon les résultats, mais en tous les cas, j'ai été frappé. On a l'impression, quand on vous lit, vous dites on trouverait fatalement des médecins mus par l'ego, des fabricants de biopac, des laboratoires Ah de non, mais médicaments, vous savez que par exemple pour les greffes d'utérus, je saute à un autre sujet, mais si vous faites, je cite d'ailleurs le site justement que l'on peut joindre, on vous propose des greffes d'utérus dans tous les pays du monde, sans aucune expérience et sans aucun sérieux, mais c'est commercial. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention. On est guetté dans notre... Il y a une telle demande que certains y répondent à tort et à travers, et on est guetté par cette commercialisation. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous pouvez nous dire un mot donc sur l'utérus artificiel. Alors là, Alors, l'utérus artificiel, c'est un merveilleux roman que je conseille, en tous les cas, à tous nos auditeurs de lire, d'Aldous Huxley, qui s'appelle Le meilleur des mondes, et qui est une gestation totalement artificielle, du début à la fin. Alors, bien sûr, pour l'instant, elle est totalement impossible, et même ma conviction, c'est qu'elle sera toujours impossible. Cependant, on travaille à la fin par le biobag, à la fin de cette gestation prématurée, mais aussi on travaille, et en particulier, puisqu'on est sur Radio J, il y a une équipe à Haïfa qui travaille sur l'embryon ultra précoce. Elle est dirigée par le professeur Jacob, qui est un Palestinien israélien, et qui travaille en lien avec d'autres équipes en Angleterre et aux États-Unis, sur qu'est-ce qui fait que l'embryon se forme. Qu'est-ce qui fait que nous avons tous ces organes et toute cette horlogerie absolument incroyable. Et donc, de travailler sur cette phase du début de ces premiers jours d'apparition des organes, c'est une façon de comprendre pourquoi il y a tant de fausses couches, pourquoi il y a tant d'anomalies, et d'essayer de les réparer. Mais évidemment, ça évoque cette espèce de tunnel entre fécondation in vitro pendant les premiers jours jusqu'à une dizaine de jours, biobag à partir de 18 semaines, il ne reste plus que 17 semaines, 15 semaines à tenir. C'est le rêve, en tous les cas, c'est un roman de science-fiction, c'est des films de science-fiction. Ce n'est pas de la médecine, mais quand même, j'ai voulu donner l'état des lieux, parce que je ne sais pas très bien comment les choses peuvent évoluer, la volonté des uns des autres. Ce qui est certain, c'est que même en France, il y a un comité qui s'est créé officiellement sur ce qu'on appelle les embryoïdes. C'est-à-dire ce ne sont pas des embryons, mais ce n'est pas la résultante d'une fécondation entre un homme et une femme, mais c'est à partir de cellules souches, le développement de certains organes et la compréhension de ce qui fait leur perfection ou leur imperfection. Donc vous voyez, c'est assez fascinant. Et moi-même, d'ailleurs, en écrivant ce livre, parce que c'était pas mon sujet de travail, j'ai découvert un peu l'état des lieux, et je trouve qu'il est préférable qu'on soit au courant de ce qui se passe plutôt que de découvrir un beau jour par un avis un peu tonitruant. Voilà, et ce n'est pas par hasard que en conclusion de votre ouvrage, vous évoquez Oppenheimer. Oui, oui, ça correspond. C'était à cette période-là, j'ai été voir Oppenheimer, et donc le film, et effectivement, c'est quand même passionnant que ces découvertes ici ou là, dans tous les domaines que l'on a, elles posent tellement des questions fondamentales de l'humanité qu'elles nécessitent d'abord que tout le monde soit au courant, que le maximum de gens, pas tout le monde, mais le maximum de gens soient au courant, et réfléchissent. On n'est pas en train d'appliquer des recettes, on est en train de réfléchir sur ce qui est l'être humain. Eh ben, on va se retrouver pour continuer de parler de l'être humain, de la vie et du raï israélien. Voilà, dans cette deuxième partie, Refoua le Mag. À tout de suite. Radio J. Refoua, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et on se retrouve pour la deuxième partie, la tyrannie de la reproduction. Professeur René Friedman, toujours avec nous aux éditions Odile Jacob. On a terminé cette première partie en citant Oppenheimer. On va passer de Oppenheimer à l'open bar. C'est service à volonté, même en termes de reproduction. Cette société du tout est possible, professeur René Friedman. Est-ce que vous auriez pu appeler votre livre, puisque vous avez cité également Aldous Huxley, la dystopie de la reproduction? Les gens... Oui, à part que les gens ne connaissent pas bien le mot dystopie. C'est pas Tyrannie, c'est plus simple. C'est plus simple. Alors, donnez-nous peut-être des nouvelles d'Amandine, 1982, je le disais, à Clamart. Écoutez, comment va-t-elle? Est-ce que vous êtes toujours en lien avec elle? Elle a eu un enfant. 2013. 2 enfants. 2013. Deux enfants. Comment va-t-elle? Bien. Écoutez, elle est tout à fait bien dans sa tête, dans sa peau. Et voilà. Accouchement par les voies naturelles. En plus. Oui. Non, retour à la nature. Ça, c'était pour elle, c'était déjà naturel. Sa mère voulait un accouchement naturel. Elle voulait compenser peut-être la technicité, oui, un retour. Alors qu'à l'époque des premières naissances par le monde, c'était toujours des césariennes. Pour pas, soi-disant, pas prendre de risques. Les bébés précieux. Comment? Les bébés précieux. Ouais, mais c'est une fausse approche. Je veux dire, les bébés précieux, ils méritent aussi de naître naturellement. Et comment vous qualifieriez le lien que vous avez avec elle aujourd'hui, si on pouvait mettre des... Écoutez, je sais pas, on s'est vu il y a pas longtemps d'ailleurs. On se voit avec ses parents et c'est devenu la famille. C'est la famille élargie. Alors vous avez travaillé, vous avez contribué au progrès scientifique, mais on a compris dans la première partie que certaines de ces perspectives vous faisaient peur pour à la fois des raisons morales, éthiques, des raisons de marchandisation à la fois des corps et des esprits, et que des minorités agissantes jusqu'à présent étaient exclues du projet d'enfant, puissent imposer leur pouvoir d'autorité. C'est la question qu'on a envie de vous poser, à vous le praticien depuis tant d'années, c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard, ce tout est possible? Non, c'est pas trop tard. La preuve, c'est qu'il y a des choses qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas. Alors, il y a des choses qui sont pas autorisées. Pour combien de temps? Oui, mais il faut pas être défaitiste. Je veux dire, c'est comme vous me diriez, la peine de mort, on peut pas lutter, ça progresse ici et là. C'est pas vrai, d'ailleurs, ça progresse pas. Je parle de la peine de mort. Mais là, c'est pareil, il y a des modes de conception, en particulier la commercialisation, et y compris d'ailleurs, en vous quittant, je vais aller voir des équipes ukrainiennes qui pratiquaient beaucoup la GPA et qui essayent de revenir en arrière. Donc là, ils ont d'autres préoccupations, mais quand même, ils préparent la suite. Donc, c'est une réflexion. Le tout, c'est de donner des éléments de réflexion et de faire le point. Quand on parle de ça, c'est pas, encore une fois, je l'ai pas dit dans la première partie, mais c'est pas le couple qui souhaite un enfant qui est condamnable. Lui, c'est normal, on est sensible à ça. Mais c'est le fait d'utiliser une personne, et moi, je me mets toujours du côté de la plus faible, ou de la plus exploitée, ou la plus aliénée, la personne la plus aliénée. C'est ça qu'il faut analyser. C'est que dans les techniques que l'on propose, par exemple, une autre technique, le clonage, est-ce que l'auto-reproduction de soi, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Eh bien, je ne me mets pas à la place de la personne qui souhaiterait avoir un enfant de soi, qui à la limite est un peu délirant, mais bon, très bien. Mais c'est surtout à partir de l'enfant qui serait pris dans une espèce de filet où il n'est que le représentant d'une seule personne. Il n'a plus la liberté d'avoir deux totems, sur lesquels il peut varier. Si vous souhaitez qu'un enfant il ait telle ou telle caractéristique, c'est une mainmise sur l'enfant. C'est-à-dire de lui injecter, surtout avec les progrès qu'on peut voir venir, on en discutait, l'intelligence artificielle ou d'autres, il y a une réflexion à mener pour ne pas assujettir l'autre à son propre désir. C'est un problème philosophique de fond. L'autre n'est pas au service de son propre désir, aussi légitime soit-il. Voilà, il y a des obstacles. Et c'est peut-être cette culture qui est en train de partir
de penser que les échecs, ça fait partie de la vie et on peut les Est-ce que transformer. vous avez aussi. vu tout au long de votre pratique les mentalités Oui, mais évoluer, bouger depuis... Mais vous savez, il y a une étude que je cite dans le livre qui m'intéresse beaucoup, qui est quand même plus de 6000 personnes qui ont frappé à la porte d'un gynécologue et qui ont été suivies pendant 8 ans, donc c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on constate ? 50% ont l'enfant qu'ils voulaient à partir des techniques médicales classiques, enfin classiques, devenues classiques. 11% après une adoption. 11% naturellement, parce qu'on a frappé chez le médecin, mais finalement c'est venu naturellement. Et puis 25% restent sur le carreau. Et nous, on est habitués à ces échecs. C'est pas du 100%. Donc ça fait partie de la vie, quoi. Je veux dire, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut au moment où on veut. Et vous l'avez dit en première partie, il faut savoir, quand on est praticien, dire non, ce mot de 3 lettres. Qui Voilà, est pas en toujours tous les cas, facile à dire. où on réfléchit, on met un stop, on fonce pas tête baissée au moindre désir. C'est mon sens. Pour quelle raison, professeur René Friedman, vous êtes contre la conservation des ovocytes pour les femmes qui le souhaiteraient ? On sait qu'il y a eu des... Ah non, mais je suis pas contre. Non, je suis pas contre, au contraire. J'ai même écrit un livre avec 200 médecins et biologistes il y a 5 ans, qui est Le droit de choisir, dans lequel je proposais plusieurs évolutions possibles, et en particulier la possibilité de conserver ces ovocytes. Donc Pour toutes les femmes, professeur Friedman ? pour toutes les femmes qui le souhaitent, mais à condition, alors c'est peut-être là simplement Oui, c'est que ça intervient et que vous avez interprété comme Oui. un refus, à condition qu'il y ait une bonne information. C'est-à-dire, pas de congélation à 45 ans, ça sert à rien. Pas de congélation à 25 ans, ça sert à rien. Et surtout, de donner l'information que ça ne fonctionne pas à 100%. Et qu'il faut aussi, là aussi, réfléchir pourquoi on fait cette démarche et qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi ? Éviter une rencontre, avoir peur d'une rencontre, la reporter et ne pas l'utiliser. Qu'est-ce que deviendront les ovocytes ? C'est une réflexion qui mérite d'être posée. Mais moi, au contraire, on avait proposé plusieurs ouvertures qui ont été réalisées, sauf la dernière des ouvertures qu'on proposait, qui est le diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire la possibilité de savoir si les embryons sont normaux ou anormaux, pour arrêter de faire une médecine de mauvaise qualité que nous faisons actuellement, c'est-à-dire nous remettons des embryons coûte que coûte, alors qu'on pourrait savoir qu'un certain nombre n'ont aucune chance de se développer. Pourquoi attendre avec un espoir qui ne sera pas récompensé ? Et pourquoi faire une médecine qui ne vise qu'à faire croire, alors qu'on pourrait savoir ? Avec un risque qui risque d'aller vers l'eugénisme, non ? Alors non. Moi, à mon sens, pensez non. Parce que d'abord, l'eugénisme, c'est un grand mot qui n'a pas de réalité aujourd'hui. Et Non, mais le choix du sexe, des yeux... Oui, mais justement, vous avez raison, mais le choix des yeux, c'est de la blague. Le choix du sexe, c'est pas de la blague, on peut le faire, et on est amené à le faire parfois pour des maladies liées au sexe, mais on peut aussi donner un encadrement, comme dans certains pays, le Canada en particulier, pour ne citer que celui-ci, qui fait du diagnostic génétique préimplantatoire, mais il y a interdiction de donner le sexe. Alors après, c'est comme tout. On va continuer de se balader et on continue le jeu des questions et des réponses et on va aller bien poser la question au docteur Vladimir Mitz dans notre chronique esthétique. Pour savoir si tout est possible. Radio Ouais, J. est-ce que tout est Réfoy, possible ? Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour Vladimir. Bonjour, chers amis. Alors, comment le praticien que vous êtes, le chirurgien que vous êtes, doit faire face aux demandes qui parfois peuvent paraître extravagantes, ubuesques ? Ce que nous a rapporté le professeur Friedman m'a évoqué aussi un des problèmes que nous avons, qui est dans le champ de l'apparence, des demandes qui sont devenues fantastiques et en même temps redoutables. Je vais prendre comme exemple le BBL, Brazilian Butt Lift. On a déjà parlé. Oui. BBL. Le BBL. Figurez-vous que sur les plages... De Il faut parler Copacabana. il faut parler portugais pour le porter. Les hommes sont attirés par des profils féminins très particuliers. Et pour plaire à ces hommes-là, il y a des femmes qui ont demandé donc à des chirurgiens, est-ce que vous pouvez m'augmenter mon postérieur ? Comment vous allez faire ? Et donc il y a eu tout un Il n'y a pas un que ensemble l'homme de augmenté, techniques. il y a la femme augmentée. Et un peu comme dans la gynécologie,
Il a fallu écouter ces demandes. Il y avait des cas où elles étaient justifiées parce qu'il peut y avoir un accident, une malformation. Mais là, c'est purement esthétique, c'est purement pour plaire que ces femmes se font implanter parfois des prothèses, ce qui a donné toujours des complications parce que mettre des prothèses sur des fesses qui ne sont pas symétriques, il y a toujours une asymétrie. Les fesses, ça bouge, donc il y a une mobilisation des implants, donc un peu d'insatisfaction après. Ou bien leur injecter de la graisse. Pour cela, il fallait prélever de la graisse et l'injecter pour augmenter le volume des fesses. Mais injecter, c'est devenu dangereux parce qu'on pouvait aller dans une artère et il y a eu des cas mortels. Depuis une dizaine d'années, ce sont ces interventions qui soudain ont fait sortir sur le devant de la scène le risque mortel pour une chirurgie esthétique. Mais alors, est-ce qu'on vous en demande à vous dans votre cabinet qui est un peu loin de la plage de Copacabana quand même? Pas si loin que ça, pas si loin Paris. que ça, parce que nous travaillons tous en clinique ou en hôpital et nous voyons que ces demandes augmentent à cause des influenceurs, à cause de la mode, à cause des médias sociaux. Il n'y a pas que ces demandes-là. Il y a par exemple chez les jeunes filles la demande de foxy eyes, c'est-à-dire qu'elles veulent avoir les yeux très tirés, un peu comme des yeux de chat ou de renard. Et ces demandes-là, elles viennent directement des filtres Snapchat, de TikTok, et ce sont des demandes qui techniquement sont réalisables, un peu comme dans votre métier. Ce qui est techniquement réalisable n'est pas forcément quelque chose qui est bon. Et il est évident que si on dit non à une jeune fille qui est déjà jolie et qui vient avec ses yeux verts et qui dit « je voudrais être plus chatte encore que chatte », et si on lui dit non, elle va toujours trouver un autre collègue qui le fera. Il y a ce drame absolu en France que la demande aboutit toujours à une réponse et dire non, c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est ce que vous avez souligné. Dans votre cas, quand vous dites non, certains de ces patients partent soulagés en se disant « bon, tous ces efforts que j'ai faits pour pas avoir d'enfant, finalement, c'est pas mal ». Mais nous, quand on dit non, c'est extrêmement complexe parce qu'on a vexé quelqu'un qui se dit « il n'est pas capable » et qu'il cherchera à tout prix une solution et que ce sont des solutions qui comportent des risques. Et c'est ce problème des risques qui est important parce que la chirurgie, le bistouri, ne peut pas tout faire. Deuxième question, vous vouliez réagir? Oui, je pense à ce mouvement que vous devez voir aussi, qui est celui des comment ça s'appelle, des dessins sur le corps, des tatouages, et ce courant vers l'ablation de ces tatouages. Ah oui. Et donc c'est très difficile. Je crois que c'est le même registre, c'est-à-dire d'écouter la demande, de mettre un frein, en tous les cas, de renvoyer sur peut-être un changement d'attitude ou qui va venir. Mais en tous les cas, le faire me semble indispensable, ces précautions. Ensuite, c'est compliqué, parce que, je veux dire, il y a des gens qui sont complètement braqués, mais au moins qu'on leur dise, qu'on fasse pas comme si il y avait aucun problème, quoi. Mais vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'il n'y a que l'information que l'on donne au public préalable qui peut mettre un frein à ces pratiques. Ceci dit, pour le tatouage, c'est maintenant devenu un langage corporel que parlent entre eux des adolescents qui commencent très tôt. C'est une affirmation de soi, et il y a là une dimension qui est psychologique, qui n'est pas facile pour nous chirurgiens à comprendre et puis aussi à freiner. Non, mais il faut aussi leur montrer les difficultés du détatouage et le fait que on revient pas à d'intégrum auparavant. Hein. Vous avez absolument raison. Ce qui les freine le plus, c'est l'argent. C'est-à-dire que s'il faut payer pour se faire tatouer et payer pour se faire détatouer, beaucoup plus. Ça les freine. C'est apparemment, ce que j'ai lu, c'est que c'est 5 000 € pour se détatouer et 300 € ou 500 € pour se tatouer. Alors pour revenir à la thématique du jour et à la présence du professeur Friedman ici, les femmes qui sont après une césarienne viennent vous voir en nombre pour atténuer peut-être. Est-ce qu'il y a des techniques pour atténuer les cicatrices après une césarienne? Voilà, je parle de quelque chose que vous connaissez bien sûr parfaitement, mais que nous, bizarrement, en tant que chirurgiens esthétiques et réparateurs, sommes amenés à voir, après le bonheur de la naissance, la césarienne qui a réussi à sauver l'enfant, eh bien, nous voyons arriver des femmes qui ont quand même des séquelles. Ces séquelles de cicatrices, souvent, autrefois, quand les césariennes étaient faites en urgence, elles étaient faites d'une façon verticale, et la cicatrisation donnait ce qu'on appelle un ventre en fesses. Et ces femmes, elles ont eu leurs enfants, et elles sont vraiment détestablement marquées par ce souci. Et je voulais vous demander quels sont les progrès qu'on a faits en matière de chirurgie de césarienne. Comment on peut faire pour les rendre plus sûres et moins agressives et
et je dirais avec moins de conséquences. Tout d'abord, quand même, depuis déjà un certain nombre d'années, c'est plus la verticale, c'est C'est l'horizontale. Pharyngeal, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'incision de Pharyngeal, c'est-à-dire une incision qu'on peut mettre assez bas sur le pubis. Tout dépend des circonstances de cette césarienne, le pourquoi du comment. Peut-être qu'un des premiers points, on l'évoquait dans l'émission précédente, c'est de dire que la césarienne n'est pas automatique. Et elle ne doit pas venir le mode d'accouchement, forcément, mais elle est parfois non seulement nécessaire, mais salvatrice. Donc, effectivement, et puis, comme tout chirurgien, c'est un métier qui s'apprend. Alors, il y a des femmes qui font ce qu'on appelle des kéloïdes, vous les connaissez mieux que moi. Il y a des troubles de la cicatrisation, mais je dirais, je trouve que quand même, par cette incision-là, par l'anesthésie péridurale qui permet de faire les choses plus en douceur, parce qu'on discute tout en opérant, et puis on est plus attentif à la conscience de la personne qu'on est en train d'opérer. Donc, je trouve que quand même, la plupart se passent bien. Mais, comme toujours, en chirurgie et en médecine, tout n'est pas possible. Mais j'ai appris aussi que les Israéliens avaient un peu raffiné la technique d'ouverture de l'utérus. Oui, absolument. Alors, mais ça se voit pas. C'est pas esthétique. C'est-à-dire que les techniques d'ouverture se font au doigt. Donc c'est mais ça c'est de la technologie, hein, je dirais, mais qui ne se voit pas. Là, ce que vous évoquez dans la chirurgie esthétique, c'est la cicatrisation de la peau. Alors c'est vrai que ça permet, cette technique permet de faire des césariennes plus rapides et moins traumatisantes sur l'évolution. Mais encore une fois, c'est pas l'esthétique, c'est pas l'apparence. Troisième thématique, Vladimir, les mutilations sexuelles. Il y a des femmes qui viennent vous consulter après avoir eu ces mutilations sexuelles. Est-ce qu'elles sont un frein pour l'accouchement ? Voilà, c'est une des questions que je voulais vous poser. C'est vrai que c'est bizarre que ce soit nous, les chirurgiens esthétiques, qui ayons récupéré le problème de la réparation sexuelle des femmes qui ont eu l'ablation du clitoris ou la mutilation de leurs petites lèvres. Et c'est un gynécologue très fameux qui s'appelait Paniel, avait été un des premiers en France à mettre au point les techniques. Mais finalement, les gynécologues n'ont pas été très intéressés par cette démarche. Et c'est dans les cabinets de chirurgie réparatrice et plastique qu'on voit arriver beaucoup de ces patientes qui demandent une réparation. En fait, il y a plusieurs cas, plusieurs variantes, bien sûr, à toutes ces mutilations. Mais la question que je me posais, à partir de quand ces mutilations peuvent être un frein à un accouchement ou à une grossesse ? Voilà, il faut laisser les choses se faire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de possibilité de relation sexuelle, comme ça arrive des fois avec ce qu'on appelle l'infidulation, c'est-à-dire la fermeture, c'est une ceinture de chasteté en Afrique qui est redoutable. Donc effectivement, ça va être perturbé lors de l'accouchement et avec des déchirures et des souffrances. Donc, il est important, d'abord, on va dire sur un plan du principe, d'essayer d'interdire ces pratiques sexuelles antiféminines, puisque quel est l'objectif ? C'est une espèce de possession. C'est toujours la possession de la femme par l'homme, qui ne doit pas avoir sa propre autonomie, sa propre jouissance, sa propre liberté. Donc, d'une part, c'est de lutter, et en France, que ça ne se pratique pas, parce qu'il y a des pratiques clandestines aussi dans les milieux immigrés. Ensuite, de réparer ce que vous faites, Vladimir, avec talent, j'en suis sûr, et la possibilité de restaurer cette dignité de la femme et le champ de son exercice affectif. Voilà, c'est surtout ça, mais il est vrai que tout s'examine et que si on pense que l'accouchement par les voies naturelles pose un problème, peut poser un problème, en tous les cas, défait un montage qui a été fait ou une réparation qui a été faite, risque de le défaire, il faudra passer effectivement par une césarienne. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on peut faire 3, 4 césariennes. Voilà, donc ce n'est pas un frein non plus au projet d'enfant. Merci Vladimir. Professeur, on termine aimablement cette émission. Qu'est-ce qu'on fera ? Que ferons-nous quand se poseront les demandes d'enfants clonés, modifiés, augmentés, développés ex utero au nom d'un mouvement de libération ? Ce que j'essaye de diffuser, c'est-à-dire que tout ce qui est une atteinte à la liberté de la personne, c'est-à-dire en l'encadrant
dans une prédisposition ou dans une... C'est extrêmement dangereux. Ce sont des sociétés qui, en point de mire, visent à l'inégalité. C'est-à-dire des gens qui seraient super intelligents, d'autres qui le seraient moins, d'autres avec telle ou telle capacité. Et donc, du coup, on en arrive à caractériser, à catégoriser l'être humain. Et moi, je suis un universaliste forcené. Je pense que tout homme, toute femme doit avoir le maximum de ses disponibilités, de son développement. Et que donc, dans toutes ces technologies qui arrivent, il faut toujours réfléchir, est-ce que c'est délétère pour la dignité et la liberté de l'être humain à venir, ou de ceux qui y participent, en tous les cas. Vous essayez de réhabiliter aussi la grossesse, vous expliquez comme c'est important pour la femme d'avoir le bébé, le contact qui existe en permanence. Oui, alors ça, attention, je veux dire, c'est surtout dans les discussions par rapport à ce que vous m'évoquiez sur l'utérus artificiel et tout ça. C'est-à-dire qu'on a appris à comprendre ce que c'est que l'épigénétique. C'est-à-dire, je dis quelque chose d'assez clair. Si vous mettez un embryon obtenu in vitro chez une femme A ou chez une femme B, le bébé ne va pas être le même. Parce que l'environnement n'est pas le même. Les communications, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient psychologiques, ne sont pas les mêmes. Et donc, on apprend de plus en plus sur cette phase d'incubation et ce rôle de l'environnement. Donc, c'est toutes ces préoccupations-là. Et c'est cet environnement qui peut être toxique. On connaît l'alcool, par exemple. Voilà, l'alcool est extrêmement toxique pour le fœtus. Mais je prends ça comme exemple. De tout notre environnement, y compris affectif, y compris psychologique, peut être important par rapport au développement du fœtus. Un mot pour terminer sur peut-être la fabrication de ces organes en 3D, une nouvelle dimension peut-être pour fabriquer ces organes. On parle de bioengineering. Oui, alors c'est assez fascinant parce qu'on peut fabriquer des cellules sur des supports qui sont des espèces de squelettes qui peuvent être en différents matériaux. Et recoloniser ce support qu'on a dessiné comme un cœur ou bien un utérus ou bien avec des cellules et de voir se développer donc ce qu'on appelle des embryoïdes ou des parties de ce qui constitue notre corps pour essayer de comprendre comment ça se met en place. Il faut dire que quand on regarde avec précision, ça reste absolument fascinant. Comment on se fabrique à partir de nos 3 feuillets, ça s'enroule et ça crée un cœur qui est toujours à gauche, en principe. Parfois qu'il y en a à droite, mais justement des extra-rotations. Enfin, toutes ces anomalies ou ces non-anomalies, ça reste quelque chose qui est extrêmement fascinant. Vous portez encore un regard émerveillé sur les progrès de la médecine. Il y a l'Institut Weizmann, je crois, depuis 2021, qui travaille sur des... Oui, absolument. Ils sont tout à fait sur cette formation des embryoïdes. Et c'est pourquoi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tant de fausses couches. Il y a 20% de fausses couches. Il y a tellement d'anomalies très précoces. Pourquoi est-ce qu'il y a ces troubles génétiques qui quand même touchent beaucoup de gens. Donc ça part d'un sentiment médical de traiter des anomalies, d'éviter des souffrances. Puis après, il y a comme toujours, une fois qu'on a franchi un pas, il y a l'application à la société, le choix d'une société. Ça, c'est un problème qui est plus général. En tous les cas, il vaut mieux être au courant que pas. Et puis pour le reste de la discussion, eh bien on se reportera à votre livre « La tyrannie de la reproduction », professeur René Friedman. C'était un véritable honneur et un bonheur de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes le PMA, le professeur miraculeusement ou médicalement altruiste. Ça vous va si on vous appelle comme ça ? Oui, je préfère ça que... Ouais. Ça vous va ? Ça me va. Paru aux éditions... Mais, juste un point, pas tout seul. Pas tout seul. J'ai toujours travaillé en équipe et je voudrais en profiter pour valoriser les différentes équipes qui ont participé à cette aventure. Et on aura compris, et vous aurez compris, chers auditeurs, auditrices, qu'on ne peut pas tout accepter, mais on ne peut pas non plus tout refuser. C'est un peu la parabole, la phrase un peu de ce qu'on s'est dit pendant toute cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Vladimir Mitz d'être venu, comme chaque semaine. Professeur Serge Rafal également, et le professeur Surpin, voilà, et le professeur Zerbib, voilà, qui est pas loin également. À la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.